donne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Voilà maintenant près de 10 ans qu'elle est un visage familier des téléspectateurs de M6. Depuis 2012, Karine Gioc informe plus d'1,5 million de Français avec le 12-45, son JT de la mi-journée. Tout juste sortie de son direct, elle nous accueille à la rédaction. Et vous allez l'entendre, sa bonne humeur est communicative. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Karine Gioc. Karine, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on se trouve... vous venez de sortir du direct, JT. Il est 14h. On se trouve dans la rédaction, maison. Oui. C'est un peu votre maison, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ma maison, en effet. Alors, si on devait j'y passe beaucoup de temps. Si on devait la décrire, cette rédaction, oui. À quoi est-ce qu'elle ressemble? C'est un peu je crois qu'elle ressemble quand même à toutes les rédactions du monde. C'est-à-dire que c'est un open space. Je ne connais quasiment pas de rédaction qui ne soit pas dans un open space parce qu'il faut que les informations circulent très vite. Il faut qu'on puisse s'interpeller les uns les autres parce que ça change tout le temps. Parce que parfois, il y a des news qui tombent et qu'il faut pouvoir immédiatement insérer dans le JT parce qu'il y a des éléments qui arrivent, parce qu'on a des correspondants en ligne. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui doivent être dites à l'instant T, qu'on est évidemment en open space, donc il faut avoir une capacité de concentration très importante quand on travaille dans un open space, comme tous ceux qui travaillent dans les open space le savent. Vous n'avez pas votre bureau à vous, alors? Non, je n'ai pas un bureau à part. Voilà. Moi, je suis vraiment au milieu de la rédaction avec le rédacteur en chef, Frédéric Dupont, avec les rédachefs adjoints, les chefs d'édition, etc. On est vraiment un pôle. Il y a deux pôles. Il y a le pôle 12-45 et le pôle 19-45. Et on est dans l'open space. Et en effet, on ne bénéficie pas d'un bureau à part. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans toutes les rédactions. Voilà, oui, parfois, je le regrette parce que oui. c'est vraiment un travail quand on écrit ces textes que les gens souvent ne savent pas. Très souvent, les gens pensent que les présentateurs de JT sont des mannequins et qui prêtent leur voix et leur silhouette extraordinaire. C'est vous qui écrivez vos lancements, vos relances. Bien sûr, nous sommes des artisans, madame. Nous écrivons nos lancements, nous écrivons nos off, et donc forcément, ça demande de la concentration. Et on doit être concentré au milieu parfois d'un brouhaha important. Et donc, puis même avant de prendre l'antenne, j'imagine qu'on a besoin aussi de ce temps de calme pour. Alors le temps de calme, on l'a parce que une fois qu'on a quitté, évidemment, on ne se change pas, on fait tout en open space, enfin on ne se change quand même pas au milieu de la rédaction. Donc on a comme une loge, voilà, on a des vestiaires. Il y a une loge pour se changer. Il y a en effet la loge maquillage où c'est un temps pour moi vraiment de décompression. En effet, je quitte le stress de la matinée. Où le plus stressant pour moi, c'est l'écriture des textes. Parce que c'est dans un temps très court. En fait, la réunion de rédaction a lieu à 7h30 et je commence à écrire autour de 9h30, le temps que tous les éléments soient entrés dans la machine. Et à midi, il faut que j'ai fini. Le moment de stress, c'est vraiment le moment de l'écriture parce que j'ai peu de temps pour écrire, parce que ça change tout le temps, parce qu'on inverse tout le temps les sujets, donc il faut s'adapter constamment, faut réécrire constamment, faut effacer, remettre, faut suivre l'actu en temps réel. Et parfois, je vois l'horloge, je vois l'aiguille se déplacer sur l'horloge, je n'aurais jamais fini. Quand j'ai commencé au JT, parce que c'est un métier qui est vraiment sympa quand on a de l'expérience. Au début, c'est très très dur. Difficile. Mais je ne sais pas le nombre de fois que j'ai pleuré en voyant qu'il est 11h45 et je me dis mais j'ai encore un tiers de JT à écrire, je vais jamais y arriver, quoi. Je ne vais jamais y arriver. Et donc, il y a vraiment cette dimension à la fois de très grand stress, et puis plus on est aguerri, plus on a cette expérience, et plus finalement même en direct, quand on me dit on reprend dans 30 secondes ou alors dans 20 secondes, je sais qu'en 20 secondes, j'ai le temps de changer la phrase. Alors moi, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans qu'on vous voyait tous les jours dans notre petite télé. Voilà, 10 ans. Et vous, voilà, quand vous dites 10 ans... Je n'en reviens pas. J'y crois pas. C'est-à-dire que je vous entends dire ça, je me dis, mais c'est une fake news, c'est pas vrai. Non, c'est aussi la vie, je veux dire, on a tous, il y a des années dont on me parle, je dis, mais c'était il y a pas longtemps, c'était en 2007, je dis, ah oui, non, mais 2007, c'était il y a 15 ans quand même. On ne voit évidemment pas le temps passer, tant mieux, d'ailleurs, quand on ne le voit pas passer, mais j'en reviens pas moi-même que ça fasse 10 ans, c'est incroyable. Vous signez encore pour 10 ans, là? Peut-être pas. Non, pas pour 10 ans, parce que je pense qu'il y a des caps, et puis il y a des envies qui évoluent aussi, et puis moi, j'adore
j'adore ce JT, cette rédaction, tout ça, mais 10 ans encore, je crois pas. Je sais pas si j'aurai les nerfs pour tenir 10 ans encore. Oui, parce que ça nécessite... oui. C'est énormément de concentration. Et une hygiène de vie aussi particulière. Vous vous levez à quelle heure le matin? C'est simple, c'est le problème. Entre 5h30 entre 5h et 5h30. Où du coup ça impacte beaucoup votre vie personnelle aussi. Mais bien sûr, donc c'est tout ça qui fait que peut-être que je les ferai encore les 10 ans parce qu'on a il doit y avoir d'autres envies, on va en reparler ouais, je me dis oh non mais je pourrais pas et puis évidemment je suis là bien sûr. mais ouais c'est incroyable d'avoir traversé ces 10 années à cette vitesse là, c'est incroyable. Alors comment tout ça s'est passé si on se replonge en arrière il y a 10 ans? Comment est-ce qu'on se retrouve à la tête d'un JT? Moi, c'est une question que je me suis tout le temps posée. Mais... Eh bien, je n'ai rien compris. Voilà. Vous n'avez pas même vu pas venir. ce qui s'est passé. Et c'est vrai, en plus. En fait, quand je suis arrivée à M6, j'ai commencé à Turbo, qui est donc une émission automobile. Et puis... Et oui, c'est une émission auto. Et puis, au bout de quelques années, mon patron, celui qui était le producteur de Turbo, Vincent Régnier, qui aujourd'hui est le président de C-Prod, m'appelle un jour en me disant écoute, on passe un casting en interne et j'aimerais beaucoup que tu y participes. On fait passer un casting en interne, j'aimerais beaucoup que tu y participes. Et donc c'était un casting pour découvrir de nouveaux visages en interne. C'était un peu un talent show, pas talent show, mais c'était un casting interne pour découvrir de nouveaux visages. Bon. Et il se trouve que j'avais déjà fait un passage à la rédaction quelques années avant. J'avais présenté des flash infos dans le Morning Live à l'époque de Zooméo. Donc, c'était les flashs entre 7h et 9h. J'arrivais à 4h du matin à la rédaction. J'ai voulu mourir chaque matin. Et donc, quand il m'a dit que c'était pour la rédaction, j'étais pas ultra emballée. C'est-à-dire que Vous êtes pas du matin? C'était pas du tout le projet de ma vie, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ça va être encore pour des flash infos, au secours. Et il me dit, non, mais vraiment, j'insiste. J'aimerais vraiment beaucoup que tu le passes. Quelque chose en vous. Oui. Donc, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et je lui ai dit, ça m'engage à rien. Il me dit, mais pas du tout, ça t'engage à rien. Donc, évidemment, pour moi, il y avait aucun enjeu. Juste 10 ans de votre vie. C'est un peu ça. Je me suis quand même fait avoir. Il y avait pas d'enjeu pour moi, en fait. En plus, c'était un samedi matin, à l'issue d'une bonne semaine bien dense. Donc, j'avais d'autres projets pour mon matin de samedi. En l'occurrence, plutôt faire une grasse matinée qui avait passé un casting à 8h du matin. Donc, j'étais en plus pas, j'y étais pas, quoi. J'y étais pas. Et puis, évidemment, comme il y avait aucun enjeu, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai été retenue. Et j'ai d'abord été retenue pour faire j'ai d'abord été retenue pour présenter les chroniques dans le 1945, qui sont donc les Expliquez-nous, qui existent toujours, c'est des chroniques incarnées. J'ai fait ça pendant une saison, une bonne saison. Donc ça, c'était en 2010. L'année suivante, en 2011, le Joker de Xavier Demoulin partait. Donc on m'a proposé d'être Joker de Xavier sur le 1945, ce qui déjà pour moi relevait de la science-fiction. Et l'année suivante, donc ça s'est fait sur un court laps de temps, Aïda Twiri partait, elle était à la tête du 12-45 et on m'a proposé de la remplacer. Ça s'est passé comme ça. En fait, à partir d'un casting que je ne voulais pas passer un samedi matin, beaucoup trop tôt pour moi. Voilà. D'où vous vient cette vocation? Est-ce que dès l'enfance, vous saviez que c'était quelque chose que vous avez envie de faire, informer, être sur le terrain ou dans une rédaction? Oui, dès l'enfance. En fait, j'ai toujours eu envie de raconter les histoires des autres. J'ai toujours été très touchée par l'injustice et je me suis toujours dit que s'il y avait autant d'injustice, autant de misère, autant de malheur, autant de souffrance, c'était parce que les gens n'étaient pas informés, sinon ils n'infligeraient pas autant de peine aux autres. Mais je me disais, il faut informer les gens pour qu'ils sachent que parfois ce qu'ils font est mal et fait du mal. Enfin voilà, il y avait ce besoin-là. Et puis moi, j'ai grandi enfant unique aussi, donc lire et écrire, c'était aussi une manière d'occuper le temps et de densifier l'espace autour de moi. Donc j'ai toujours écrit beaucoup, j'ai toujours posé plein de questions. J'ai toujours été très intéressée, à la fois tournée vers moi-même, mais aussi beaucoup tournée vers les autres, parce que de toute façon, j'étais toute seule. Donc il fallait bien que je m'occupe. Et écrire, ça a été une activité extraordinaire pour moi. C'était un voyage. Alors, ce message fort que vous portez, qui est de dire peu importe la couleur de peau, est-ce que c'est
encore quelque chose qui vous guide. Vous êtes une des rares femmes noires à animer un JT. Le fait est que c'est rare de voir une femme noire animer un JT. Alors, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on en parle. Le problème que j'ai davantage, c'est quand on me limite et qu'on me réduit à ça. Ça n'est pas du tout... Factuellement, c'est un fait. Je suis une femme noire qui présente un JT et j'ai aucun problème avec ça. Ce qui m'a posé problème pendant des années, même si je ne disais rien, ce qui est aussi assez révélateur de la manière dont on accepte parfois d'être malmené, c'est qu'assez régulièrement dans les interviews, on me disait « Mais est-ce que vous n'êtes pas la Libye d'M6, la Libye diversité ? Vous n'êtes pas un peu le quota diversité ?» Et en fait, c'est insupportable. Parce que quand on m'a posé ces questions-là, ça faisait déjà 8 ans que je présentais le JT, qu'on avait fait des tonnes de records, que j'ai démontré mes compétences et que des journalistes qui pensant peut-être bien faire en soulevant la question me demandent en fait mais pourquoi vous êtes là ? Parce que c'est ça que ça veut dire. Pourquoi vous ? Alors que la réponse depuis plusieurs années c'est parce que je suis compétente. Exactement. Mais de tourner la question comme ça, en fait c'est insupportable. J'ai accepté, parce que je ne me suis jamais opposée à ce qu'on me pose la question comme ça. D'y répondre toujours de bonne grâce et aujourd'hui en fait je ne veux plus le faire. Je ne veux plus qu'on me dise est-ce que vous êtes la Libye ou le quota minorité d'M6. Est-ce que enfin on peut se dire en fait elle est là parce qu'elle est compétente et puis il se trouve qu'elle est noire et qu'elle a fait des records d'audience et que l'audience du JT a progressé, etc. Est-ce qu'en fait la première question ça peut être la compétence et en effet on peut toujours parler de couleur de peau, de tout le vécu que ça suppose et de tout ce que ça dit dans notre société quand on n'est pas blanc. Évidemment, moi j'en parle avec grand plaisir, c'est important. En revanche, qu'on arrête de me dire que je ne suis pas compétente et que je suis à l'antenne parce que je suis noire. Voilà, c'est ça que je veux plus entendre. C'est clair ? C'est très clair. Merci. C'est très clair. Donc oui, il n'y a pas une envie de défendre un message plus qu'un autre. Je le défends de fait, c'est-à-dire que c'est un fait. Il y a très peu de femmes noires qui sont à la tête d'un JT national en France. C'est un fait. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce ne soit plus cette réalité-là ? Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Ce sont les patrons de chaîne dont c'est la responsabilité. Moi, ça m'appartient pas. Il se trouve que je suis dans une chaîne où ils ont toujours fait les bons choix. Qui vous a fait confiance. Oui, ils m'ont fait confiance, mais bien avant moi. Je veux dire, dans l'historique d'M6, dans l'histoire M6 a 35 ans, il y a toujours eu des non-blancs à l'antenne sur M6. Vous avez eu Charlie Nestor, à l'époque du Hit Machine, Magloire, je sais pas, Aïda Toueri, Karine Le Marchand, Vincent McDoom. Enfin, il n'y a pas de sujet, en fait, à M6. On pourrait même ne pas en parler, s'agissant d'M6. Parce que cette chaîne, sur ce sujet-là, est exemplaire, comparativement aux autres. Que les autres répondent à la question. M6, en fait, pour le coup, a fait ses preuves et n'a jamais posé des questions en ces termes-là. Moi, quand ils m'ont proposé de présenter le 12-45, ils m'ont pas dit « tu es notre alibi, blablabla ». Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. On a besoin d'une noire, tu comprends. Est-ce que tu accepterais de présenter ? Pas du tout. C'est dans l'histoire de cette chaîne d'ouvrir son antenne à des présentateurs compétents. C'est tout. Point barre. Mais ce qui n'est pas le cas sur les autres chaînes. Ça reste, c'est leur responsabilité. Voilà. Je veux dire, il y a suffisamment de messages qui sont passés, il y a suffisamment de débats sur le sujet. S'ils agissent ou s'ils n'agissent pas, ça relève vraiment de leur responsabilité. Ça dénote d'un choix, probablement. J'en sais rien, mais je peux pas parler à leur place. Je connais pas je sais pas. Moi, je suis là où il faut être sur ce sujet-là. Alors, vous me disiez... forcément, il y a aussi un vécu, il y a parfois des choses difficiles qu'on doit traverser. Est-ce que vous-même, vous avez été confronté au racisme dans votre vie personnelle ou professionnelle ? Alors, dans ma vie personnelle, dans ma longue carrière de noire, parce que en fait, ça relève d'une carrière, évidemment, bien sûr, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il n'y a pas un mois qui passe sans qu'à un moment, mon interlocuteur ou une situation me rappelle que je suis noire. Et que là, c'est un problème. Ou qu'en tout cas, il faut que ce soit mentionné. Il n'y a pas un mois qui passe dans une année où j'ai le loisir de ne pas penser au fait que je suis noire. On me donne pas cette opportunité-là. Après, dans le milieu du travail, très honnêtement, j'ai la chance de ne pas avoir... je peux pas dire que j'ai galéré. J'ai jamais galéré pour trouver du travail. J'ai
été plutôt bien traitée, la preuve, puisque j'ai une carrière à M6 qui est quand même assez sympathique, pour le dire en des termes tranquilles. Donc non, je peux pas dire en avoir souffert. Et même, je me souviens quand j'étais très jeune, quand je cherchais des appartements à louer, je venais d'arriver à Paris pour faire mes études, etc. Et je ne voulais pas perdre de temps. Donc quand j'appelais pour une visite d'appartement, je leur disais, je suis noire, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace ou pas ? Ah ouais. Moi, j'ai toujours été assez cash, en fait. On était dans les fins des années 90. Et que vous répondez vos interlocuteurs alors, à ce parfois, moment-là? la plupart d'entre eux étaient très gênants, en disant, mon enfin, madame, mais bien sûr, enfin, venez. 2 fois, on m'a dit, oh, j'aime mieux pas. Quand même. Mais au moins, je me suis pas déplacée. C'était cool, j'avais gagné du temps. Je suis assez pragmatique, en fait, sur ces sujets-là. Moi, que les gens pensent ce qu'ils pensent, tant mieux, tant pis. Juste qu'on me fasse pas perdre mon temps et qu'on me pollue pas. C'est tout ce que je demande. Oui, quand même. Le chemin est encore long. Est-ce que vous êtes favorable, c'est une question que je pourrais vous poser aussi, parce que donc voilà, ce podcast, c'est aussi de donner la parole à des femmes qui restent sous-représentées par rapport aux hommes à la télévision. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas ? Est-ce que vous pensez que ça doit passer par des quotas pour que ça devienne une normalité ? J'ai très très longtemps été contre, et d'ailleurs farouchement opposée aux quotas. Notamment parce que moi j'ai souffert d'une suspicion d'incompétence parce que finalement on m'assimilait à une forme de quota. Donc je sais ce que c'est que lorsque on pense que vous êtes un quota, ce que vous subissez à la fin, qui est qu'on ne parle jamais de vos compétences et qu'on imagine que... Mais d'ailleurs je l'ai subi aussi quand j'étais à Turbo, parce que j'étais la seule femme de la rédaction à Turbo, et que... dans la vie quotidienne, les gens imaginaient que je n'étais à Turbo que parce que j'étais une fille et pas parce que j'étais compétente. Donc c'est vrai en général quand on est en situation de minorité où on vous fait un procès en incompétence et où on imagine que vous êtes là globalement parce que vous cochez une case. Donc c'est aussi pour ça que j'étais contre, en me disant mais ça va être l'enfer, les pauvres, ceux qui seront recrutés dans le cadre de quotas, mais ils vont subir avoir cette étiquette-là, 1000 fois leur preuve à faire, ça va être horrible. Et puis en fait, l'histoire démontre qu'on peut probablement pas faire autrement. Comme dans la politique où les quotas de femmes ont finalement permis de faire progresser la part de femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat, où c'est aussi le cas en entreprise, peut-être qu'on va pas avoir le choix en fait. Voilà. S'il n'y a pas une pression, s'il n'y a pas une incitation du législateur, comment faire en sorte que ça arrive ? C'est comme pour les différences de salaire. On en parle depuis. Depuis. Il y a toujours un écart de salaire entre les hommes et les femmes. On dit oui, effectivement. C'est comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a un écart de salaire. C'est un problème. Oui, mais donc si ça perdure, c'est qu'il y a un manque de volonté d'équilibrer. Donc il faut être incitatif. Est-ce que vous, au cours de votre carrière, vous avez été confronté au sexisme ? Est-ce qu'on vous a fait sentir, voilà, vous êtes une femme, donc vous êtes inférieure parler dans d'égalité le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel. Parler d'égalité salariale, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez dû batailler, par exemple ? Oui, probablement, bien sûr. Parce qu'il y avait des habitudes qui étaient un peu tenaces, donc il a fallu que je me défende. Et puis surtout, en fait, il a fallu que je comprenne que il ne faut pas accepter ce qu'on donne, mais qu'il faut demander ce qu'on veut. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que parfois, on a un peu c'est probablement, alors je ne sais pas si c'est un conditionnement culturel, une politesse, une forme de politesse, voilà. De pas réclamer, de pas trop savoir parler d'argent, de se dire, bon, de toute façon, tout le monde voit que je fais bien mon travail et que ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison que je réclame puisque je mérite. Je ne dois pas réclamer ce que je mérite. À tous, il faut réclamer. Et en fait, il faut réclamer. Donc voilà, évidemment que j'ai eu à faire cet apprentissage-là, d'apprendre à réclamer, ce qui vraiment, ça a été un exercice très compliqué pour moi. Il fallait presque que j'ai un deuxième t-shirt de rechange parce que je transpirais à grosses gouttes et puis je préparais avant en me disant comment est-ce que je vais dire ça. Comment on va tourner. Et en fait, on se retrouve le jour J devant son employeur et c'est extrêmement maladroit. Et je vois que l'entretien touche à sa fin et je me dis, tu n'as pas posé la question, Karine. Il faut que tu allez, c'est maintenant. Donc être ultra maladroite pour ouvrir le sujet. Enfin vraiment, je pense qu'on est beaucoup coachés à l'école. Oui, c'est vrai. À demander, à savoir parler d'argent, à savoir se valoriser, à savoir poser les choses très simplement sans avoir le sentiment de se faire violence. Et pour moi, c'était toujours une épreuve
à laquelle j'échouais parfois, où j'étais incapable d'aborder la question de l'argent, où je repartais en me disant bon, c'est pas grave. C'est que pas de grave. Quand même. Après tout, bon, 50 € de plus, 50 € de moins, franchement, ça fait la différence. Mais bon, c'est pas grave, t'auras plus l'année prochaine. N'importe quoi. Et en fait, mais il faut réclamer. Voilà, il faut réclamer. Alors, vous avez consacré une soirée documentaire à des femmes qui ont changé le monde, pionnières. Je crois qu'on peut d'ailleurs le retrouver sur Sisplay. Oui, c'est en diffusion permanente sur la plateforme Sisplay. On peut conseiller vivement à Absolument, nos auditeurs je recommande. d'aller regarder, forcément. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire à nouveau, que de mettre en lumière le parcours de ces femmes, en tout cas de proposer des contenus à la chaîne sur ces questions de féminité, de féminisme? Ouais, j'adorerais ça. Alors, en fait, ce programme-là est né d'un constat. Je me suis rendu compte que très souvent au JT, je disais, c'est la seule femme ou c'est la première femme. Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de territoires que les femmes n'avaient pas encore conquis et qu'il y avait des pionnières tous les jours dans ce pays et que c'était important de les mettre en lumière. Et j'ai adoré écrire ce projet, j'ai adoré le défendre, j'ai adoré l'accueil qui lui a été réservé en interne par les équipes de C-Prod, où d'ailleurs on était une équipe de filles, strictement, et on était à fond, on était très très heureuses de bosser tout ensemble sur un projet qui valorisait les femmes. Donc ça, c'était vraiment très très chouette, et j'adorerais qu'il y ait une saison 2, 3, 4, 5, 18, 28, 43. Donc je passe le message en même temps à Sisplay. Hey guys! Voilà. Et bien sûr, c'est un sujet c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'on n'est pas suffisamment, on parle des femmes, tout ça, oui, mais on n'est pas assez boosté. En fait, c'est plus de cet ordre-là. C'est pas tant simplement qu'on se raconte, c'est qu'on se donne des conseils. Moi, mon parcours a été probablement plus serein, plus clair, plus évident pour moi, grâce aux conversations que j'ai pu avoir avec des proches, avec des femmes. Dans ma vie personnelle, il y a des épreuves que j'ai pu traverser parce que j'en ai parlé à des femmes. Et en fait, trop souvent, on ne se parle pas. Il y a des choses dont on ne parle pas suffisamment aux femmes, qu'on ne dit pas suffisamment aux femmes, et on se retrouve bloqué ou dans une espèce de solitude, une incompréhension, ou sous un plafond de verre. Et j'ai envie, moi, de motiver les femmes et de leur dire, mais on est toutes des magiciennes incroyables, on est super powerful. Et oui, et on y va. Il faut aller chercher. Moi, c'est ça que je trouve excitant, c'est juste de libérer les femmes. Mais quand je parle de libérer, je parle pas de la libération féminine des années 60, 50, 60. Je parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus contemporain, qu'on mesure à quel point est-ce que tout est possible. On va revenir au JT, donc 10 ans de JT. 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude, de routine qui s'installe? Oui, il y a une routine, mais c'est comme dans n'importe quel job, en fait. Et c'est des cycles. Donc, on passe par des périodes de routine. Et puis, franchement, j'avoue que l'actu ne nous laisse pas au repos. C'est sûr. Très longtemps. C'est sûr. Mais c'est aussi pour ça que j'ai des passions par ailleurs, parce que ça permet aussi de nourrir le quotidien. Mais bien sûr qu'il y a des moments de plus difficiles que d'autres, qu'il y a des moments où ce rythme-là, qui est un peu un sacerdoce, où vous êtes au service des téléspectateurs, ou, je sais pas, là où certains peuvent prendre un jour dans la semaine pour se faire un petit week-end de 3 jours, un petit vendredi, un petit lundi. Ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas quand on présente un JT. Moi, j'ai pas de jour férié quand je présente le JT. J'ai pas de jour de congé quand je présente un JT. Je suis là, quoi qu'il arrive, toute la semaine. Donc, forcément, parfois, ça tire. Mais ça fait partie du job. Et en même temps, c'est un honneur incroyable de s'adresser tous les jours à 1,5 million de téléspectateurs. Et d'être à la tête d'un JT national, c'est exceptionnel. Donc, ça fait partie des contraintes. Il y a des choses qui sont super, incroyables. Et puis, il y a aussi des choses qui sont évidemment contraignantes. C'est normal. Vous disiez, c'est 1,5 million de téléspectateurs chaque jour. Et pourtant, sans vous faire offense, on parle tout le temps du JT de TF1, du JT de France 2. Et vous êtes un peu la contre-proposition. Voilà, vous êtes moins médiatisé aussi. Comment, c'est quelque chose que vous avez voulu peut-être? Non, pas particulièrement. Je pense que c'est aussi le conditionnement pour le coup des journalistes télé.
C'est-à-dire que eux-mêmes... C'est notre faute, alors. Ben oui, c'est votre faute. C'est vous qui êtes conditionnés par cette fascination pour TF1, France 2, et qui négligez, en fait, d'autres rendez-vous qui sont reconnus par les téléspectateurs. Donc je peux pas le reprocher aux téléspectateurs. Eux, ils sont au rendez-vous. Si on ne parle pas assez de nous, que ce soit le 12 ou le 19-45, c'est quand même la responsabilité des journalistes. C'est votre travail, en fait. Il y a l'image de M6 qui est quand même une chaîne de divertissement, et TF1 et France 2, on a plus une image de chaîne d'info, en fait. Hein. Non, mais oui, mais c'est faux, image. Puisque M6, c'est aussi une chaîne de magazines d'info. Il y a du divertissement, comme sur TF1 et France 2, mais c'est un cliché que les journalistes télé ont et contre lequel ils ne luttent pas suffisamment. C'est le moment où je vais en dessous de la table. La seule. Alors, le fait est que vous êtes là, pour le coup. Donc, voilà. Mais c'est vrai que parfois, ça m'arrive de lire des papiers, de fulminer parce qu'on attribue à nos concurrents la primeur ou une innovation incroyable que nous, on a initiée 2 ans ou 3 ans plus tôt. Et on nous rend pas, on dit souvent la paternité, on nous rend pas la maternité de ces innovations. Et je me dis, mais c'est pas possible de passer à côté comme ça. Donc ça, c'est la responsabilité des journalistes télé. C'est à eux d'entendre les téléspectateurs qui disent quand même ces JT, ils sont super. En fait, ils sont top, leurs JT. C'est vraiment ce que je disais, une contre-proposition. Il y a alors, je sais pas si c'est une contre-proposition, parce que la contre-proposition, ça supposerait qu'on fait pas tout à fait de l'info. On fait vraiment de l'info. On fait du hard news. C'est pas ce que je voulais dire. Ouais, merci de vous excuser. Il y a du hard news. Vous trouverez toute l'actu du jour chez nous. Vous ne passerez à côté d'aucune information. C'est le ton qui est différent. Le ton est très didactique. Nous, on est très. Le propos, c'est de rendre l'information la plus accessible possible aux téléspectateurs. Et c'est aussi d'être le miroir de la société. Donc, on fait beaucoup de sujets tendances, beaucoup de sujets culturels. On est probablement le JT le plus urbain, le plus hip-hop du PAF. C'est chez nous que vous verrez des sujets sur Nino, sur Gims, sur Dino, sur Billie Eilish. On est le JT le plus moderne, objectivement. Plus aux jeunes. Mais pas seulement aux jeunes. C'est-à-dire que celui qui cumule le plus de disques d'or en France, de l'histoire de la musique française, c'est Nino, pardon. Parce que entre Dino et Nino, c'est Nino. Qui on est pour dire cette information? On ne la traite pas. Alors qu'en fait, en France, le gars dont on achète le plus de singles, c'est Nino et c'est un rappeur qui a 25 ans. Pourquoi on n'en parlerait pas? En fait, à quel moment est-ce que ça n'appartient pas, ça ne relève pas du domaine de l'information? Ça m'échappe. Donc évidemment qu'on traite de ces sujets-là. Et c'est pas seulement parce qu'on s'adresse aux jeunes, mais parce qu'on traite de ce qui traverse la société. Donc, en tout cas, ça fait 10 ans que vous êtes sur M6. Est-ce que vous avez été tenté d'aller vers une autre chaîne? Est-ce que vous avez été débauché par une autre chaîne? Alors, j'ai pas été débauchée puisque je suis toujours à M6. En tout cas, est-ce qu'il y a une tentative? Alors, il y a eu des approches, il y a eu des discussions, oui, mais enfin voilà, moi, de toute façon, M6, j'ai toujours... Justement, ces JT-là, que ce soit le 12 ou le 19, sont des JT que je trouve vraiment chouettes. Et si j'avais dû quitter M6, ça n'aurait pas été pour aller faire de l'info ailleurs. D'accord. Ça n'a jamais été mon ambition. Donc, et quand j'ai été approchée, ça a beaucoup été pour aller faire de l'info ailleurs, ce que je n'ai pas spécialement envie de faire. Par exemple, si je fais de l'info, je reste à M6. Quand vous avez appris le départ de Jean-Pierre Pernaut au Trésor, je ne me suis pas du tout signalée. D'accord. Ah, pas du tout. C'est pas quelque chose dont vous aviez envie. Ah non, pour moi, ça ne relève pas de la promotion. Pour moi, le Trésor de TF1 ne vaut pas davantage que le 12-45 d'M6. Pas du tout. Donc, je ne me suis pas du tout manifestée. J'ai pas dit hop, je suis là. Pas du tout. Et de faire autre chose que de l'info, voilà. De faire du mag, notamment avec Pionnière, ça, bien sûr. Du divertissement. Ah oui, avec grand plaisir. Animer un Pourquoi prime time, pas, absolument. Un télécrochet. Pourquoi pas. En effet. Quelque chose qui pourrait être différent, qui pourrait compléter le beau parcours que vous avez déjà fait. Ouais, carrément, ça me plairait beaucoup, ouais. En effet. Vous êtes très discrète sur votre vie privée. Oui. Ça, c'est une volonté. Oui. Vous ne voulez pas du tout... Non, on peut, mais ça dépend. C'est jusqu'où va l'indiscrétion. L'indiscrétion. Non, mais c'est vrai que, voilà, on sait qui partage votre vie, mais vous en parlez peu. Ça, c'est aussi une volonté de vous protéger. Donc, on rappelle, vous partagez la vie de Lilian Thuram. Pour ne pas le nommer, il s'appelle un tel. Ok. Voilà.
Mais c'est voilà une volonté de votre part pour en protéger fait, ça. Vous oui, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire qui appartiennent au domaine public. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça nous appartient et je vois pas trop ce qu'on pourrait avoir à partager. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Peut-être, on n'en fait pas une religion, mais je pense que c'est aussi un peu nos tempéraments. Ça nous ressemble de pas communiquer plus que ça. On ne se cache pas et en même temps, on n'a rien à raconter de particulier. Vous avez votre petit jardin secret. Exactement. D'accord. Alors, il y a quelque chose de très important dans votre vie, le JT. Oui. Mais pas que. La musique. Absolument. La musique. Alors, racontez-nous, il paraît que vous faites des concerts, qu'on peut aller vous applaudir. Ouais. À Paris notamment, peut-être même en province, vous allez nous dire ça. J'espère, bientôt. Oui, en effet, je fais de la musique depuis toujours. En fait, depuis au moins aussi longtemps que j'écris des articles, je chante, j'écris, tout ça. Vous jouez d'un instrument ? Je joue très mal, parce que je compose essentiellement, mais je gratte guitare et je pose des accords au piano. Donc je peux m'accompagner, mais je ne sais pas jouer à proprement parler. Moi, je suis vraiment auteur, compositeur et interprète. Et vraiment, j'ai pas l'ambition parce que, évidemment, comme je fais du jazz, quand je pense à jouer, je pense à un très haut niveau d'exécution. Ça n'est pas le mien. Il faut que ce soit très clair, voilà. Et je chante depuis toujours. Et finalement, ce qui est très, très marrant, parce que ça m'est absolument indispensable et ça m'est d'autant plus indispensable que le job que je fais aujourd'hui, que présenter un JT, c'est être dans une distance très grande et c'est n'être absolument pas personnel ni subjectif et c'est ne livrer ou en tout cas ne laisser transparaître que très peu de choses de ses émotions. C'est-à-dire que le moins que je puisse laisser transparaître, c'est du rire, si c'est très drôle, de l'empathie, si c'est très grave, si c'est très, si c'est triste, et effectivement de la gravité quand c'est très grave. Mais c'est à peu près le max, quoi. Et en fait, dans la musique, c'est tout l'inverse. Le propos, ça n'est que d'exprimer ses émotions personnelles, et c'est ça que les gens viennent chercher. Ils viennent ressentir leurs propres émotions à travers les vôtres. Et donc l'idée, c'est de se livrer. Donc c'est assez complémentaire, et ça m'est absolument indispensable parce que depuis 10 ans, comme vous le dites, que je fais ce JT. Je sais pas combien de morts j'ai annoncé, combien de catastrophes j'ai annoncé, c'est horrible. Et tout ça, ça passe par le corps, ça passe par tous mes organes, ça se dépose sur mes cordes vocales jusqu'à atteindre les téléspectateurs. Et donc, il faut que je nettoie, moi, derrière ça. Il faut quand même que je purifie un petit peu. Oui. Et la musique, ça m'aide à faire ça sortir. Voilà. D'accord. Donc ça m'aide à me nettoyer. L'échappatoire. Ouais. Donc, vous faites des concerts régulièrement. Je fais des concerts de jazz assez régulièrement, un petit peu dans quelques salles parisiennes. Il m'est arrivé de faire des festivals, etc. Et ça ne devrait pas s'arrêter. Voilà. Donc, vous composez vos propres chansons. Je compose mes propres chansons. Là, je travaille sur un projet de standard de jazz qui va sortir c'est un hommage à une artiste de jazz. J'en dis pas plus parce que pour l'instant, le projet n'est pas encore totalement abouti, mais qui probablement devrait pointer le bout de son nez d'ici le début de l'année prochaine. Donc c'est un travail qui est super chouette et que je fais avec Dominique Fillon, qui est un pianiste de jazz génial, qui a un très très vieil ami. Et voilà, enfin, on travaille ensemble et c'est vraiment super. Et donc j'ai hâte que ça aboutisse pour en parler. Mais oui, c'est le projet très très chouette sur lequel je bosse aujourd'hui et qui me nourrit infiniment. Donc c'est cool. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez l'impression de faire bouger les lignes, d'apporter quelque chose de différent dans ce que vous incarnez? Est-ce que vous avez l'impression de marquer votre... Je ne le fais pas de manière consciente, mais parce qu'en fait, justement, ce que j'évoquais plus tôt, qui était cette liberté dont les femmes ont besoin de bénéficier toujours plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on aille le plus loin possible dans notre liberté. Je me l'applique à moi-même. Donc c'est vrai que, par exemple, d'avoir des tresses à l'antenne, je ne crois pas... Il y a pas très longtemps, en fait, parce que je ne l'avais pas réalisé, j'ai reçu il y a 2-3 ans, je crois, un message sur Instagram d'une internaute qui me disait « Mais en fait, vous êtes la seule en Europe à avoir des tresses à l'antenne. » Ce qui est fou.
Et effectivement, journaliste avec des tresses, on n'en voyait pas. Alors aujourd'hui, on en voit davantage. Et je suis ravie, justement, que cette expression-là de ma liberté, de dire, mais en fait, j'en ai assez de me faire brocher les cheveux, alors que j'ai les cheveux crépus, ça me les abîme, ça me les casse. Pourquoi je m'inflige ça, en fait, d'avoir une coiffure très européenne, alors que je ne suis pas de cheveux européens, les amis, laissez-moi tranquille. Donc d'avoir cette liberté de me dire, en fait, je veux une coiffure, on manipule pas mes cheveux, et où je peux être encore plus fidèle à mon authenticité. Vous-même, voilà. Si ça peut inspirer d'autres femmes, justement, de ne pas tomber parfois dans le déguisement, qui est ce qu'on peut attendre de certaines d'entre nous, et d'être totalement libre de faire ce qu'elles veulent de leurs cheveux, j'en suis ravie. Depuis cette année, en effet, depuis la saison dernière, on a commencé quand, je me souviens même plus, il m'arrive de présenter le JT en mocassin ou en derby. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant sur un JT national. C'est une convention. Jamais personne ne nous a demandé de nous mettre en talons. Personne ne nous dit il faut porter des talons. Mais ça s'installe. Ça fait partie qui êtes qui impulsez ce changement-là. Vous arrivez, vous dites pourquoi pas. Et parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai réalisé pareil il y a quelques années. Je me suis dit mais parmi les derniers messages sexistes qu'on envoie à la société quand on est journaliste, il y a le port des talons aiguilles en fait. Oui. J'adore ça, mais il se trouve que je suis 1m78. Que en fait je n'ai pas besoin d'en porter au quotidien, que j'en porte parce que je trouve ça beau, mais que je prends énormément de plaisir, comme je crois l'écrasante majorité des femmes aujourd'hui, à être en basket, en mocassin, à plat comme je suis aujourd'hui, et qu'il n'y a aucune raison de ne pas le refléter à l'antenne. Pour conclure cet entretien passionnant, riche, je trouve que votre parcours force vraiment l'admiration. Vous êtes une femme qui déjà, j'espère que ça va se ressentir dans ce podcast, mais c'est un petit, en tout cas, vous êtes très chaleureuse. Voilà, vous avez un rire qui est très communicatif. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui ont envie soit de suivre votre chemin, soit tout simplement de réussir comme vous l'avez fait? Oui, alors je sais pas, j'ai pas encore réussi, hein, on n'est pas au bout, hein. Quand même. Non, moi, c'est souvent ce que je dis. En fait, je me pose pas du tout comme un exemple. Je me pose comme l'illustration d'un parcours possible. C'est-à-dire que si moi, qui suis née à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qui suis une enfant des centres commerciaux, qui est grandie parce que j'ai eu une enfance. Moi, je suis une enfant des centres commerciaux. Moi, nos sorties culturelles, c'est d'aller au centre commercial. On a eu la même enfance. Voilà, il faut le dire. Moi, je suis une enfant des centres commerciaux. Les samedis après-midi à faire du shopping. Bien sûr. De rien acheter. Créteil-Soleil, c'était le Louvre pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai aussi grandi en Guyane, et quand ma mère a été mutée, parce qu'on a rejoint mon père qui s'était installé en Guyane, quand ma mère qui était enseignante, elle est à la retraite maintenant, a été mutée en Guyane, on s'est retrouvés à Apatou, à 4 heures de pirogue de Saint-Laurent, du Maroni, en pleine guerre du Suriname, protégé par les militaires français. Moi qui ai fait tout mon collège à Cayenne, qui ensuite qui ai fait tout mon lycée en Guadeloupe, etc. Si moi qui ai ce parcours-là, qui vient de là d'où je viens, moi qui n'étais absolument pas prédestinée à avoir ce parcours-là, mais si je suis là, mais tout le monde peut le faire. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, suivez vos rêves. Faites-vous confiance. Allez là où vous estimez que vous êtes attendu. En tout cas, sachez que personne ne vous attend. Mais allez là où vous pensez que vous devez être. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas d'autres conseils à vous donner que sentez-vous libre de réaliser vos rêves. Parfois, je fais des visites dans des classes, des interventions dans des classes, et je leur demande aux élèves, je leur dis, lequel d'entre vous n'aime pas trop l'école? Donc, il y en a qui lèvent la main, etc. Et je leur dis, c'est pour ça qu'il vous faut avoir des rêves. Parce que si vous n'avez pas de rêves, vous passerez votre vie à aller au travail comme vous venez à l'école. Et c'est tellement long. Quand on s'ennuie, c'est tellement horrible la vie quand on s'ennuie. Donc, ayez des rêves, identifiez vos rêves et battez-vous pour les atteindre. Voilà, moi, je ne peux vous donner que ça comme conseil. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Maintenant, j'ai hâte de venir vous applaudir. Je vous attends avec plaisir. Allez. Merci beaucoup. À Merci bientôt. À vous. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.